Chapitre 10. Comment fut réprimée la sédition chromatique? L'agitation qui s'exerçait en faveur du projet de loi instituant l'usage universel de la couleur se poursuivit pendant 3 ans, et l'on put croire jusqu'au dernier moment que l'anarchie allait triompher. Toute une armée de Polygones, qui avait formé une milice privée, fut anéantie par une force supérieure de triangles isocèles. Les carrés et les pentagones étaient demeurés neutres. Pis encore, certains de nos cercles parmi les plus estimables furent victimes de la rage conjugale. Enivrés d'animosité politique, maintes épouses de nobles adjuraient continuellement leurs maîtres et seigneurs de ne plus s'opposer au projet de loi. Leurs prières n'étant pas écoutées, certaines d'entre elles se jetèrent sur leur époux et leur enfant innocent qu'elles massacrèrent et périrent elles-mêmes dans le carnage. On rapporte que pendant ces 3 années de troubles, la discorde domestique fit jusqu'à 23 morts parmi nos cercles. Le péril était extrême. Les prêtres semblaient ne plus avoir le choix qu'entre la soumission et l'extermination. Quand soudain, le cours des événements fut complètement modifié par l'un de ces incidents pittoresques dont l'éventualité ne devrait jamais échapper à nos hommes d'État, qu'ils auraient intérêt à prévoir, peut-être même à provoquer, à cause de l'effet absurdement disproportionné qu'ils ont sur la sympathie de la populace. Il advint qu'un isocèle de type très inférieur, dont le cerveau ne dépassait guère 4 degrés, si même il les atteignait, en se barbouillant par hasard avec les couleurs de quelques commerçants dont il avait pillé la boutique, se peignit ou se fit peindre, car là encore l'histoire varie, en 12 nuances réservées au dodécagone. Sur la place du marché, il accosta en déguisant sa voix une jeune vierge, la fille orpheline d'un noble Polygone, dont il avait naguère recherché en vain les faveurs. Et grâce à une série de stratagèmes, il parvint, aidé d'une part par des coups de chance qu'il serait trop long à vous relater, et de l'autre par le comportement presque inconcevable des parents de la jeune femme, qui négligèrent par fatuité toutes les précautions ordinaires, à consommer le mariage. La malheureuse épouse se suicida en découvrant la fraude dont elle avait été victime. La nouvelle de cette catastrophe, en se répandant d'un état à l'autre, troubla violemment l'esprit des femmes. La sympathie qu'elles ne manquèrent pas d'éprouver pour leur infortuné congénère, la crainte d'être elles-mêmes trompées par de semblables impostures ou de voir leur fille, leur sœur tomber dans ce piège, leur firent voir le projet de loi sous un jour entièrement nouveau. Un certain nombre d'entre elles s'y avouèrent ouvertement opposées. Il n'aurait pas fallu grand-chose pour arracher à toutes les autres pareil aveu. Saisissant cette occasion favorable, les cercles s'empressèrent de réunir les États en assemblée extraordinaire et, outre la garde habituelle de condamnés, ils s'assurèrent la présence d'un grand nombre de femmes hostiles au projet. Le cercle suprême de l'époque, qui se nommait Pantocyclus, prit la parole au milieu d'une foule immense, sous les huées de 120 000 isocèles. Mais il rétablit le silence en déclarant que désormais les cercles allaient s'engager dans une politique de concession, cédant aux aveux de la majorité. Ils accepteraient le projet de loi instituant l'usage universel de la couleur. Comme le vacarme se changeait aussitôt en applaudissements, il invita Chromatistès, le chef des factieux, à s'avancer au centre de la salle pour recevoir au nom de ses troupes la soumission de la hiérarchie. Mais il prononça un discours, chef-d'œuvre de rhétorique, qui dura pendant 1 journée entière et auquel nul résumé ne peut rendre justice. Du ton le plus grave, il déclara avec toutes les apparences de l'objectivité
qu'au moment de s'engager définitivement dans la voie de la réforme ou de l'innovation, il était désirable de faire une dernière fois le tour du sujet, afin d'en définir les inconvénients ainsi que les avantages. Il en va progressivement au danger qui menaçait les commerçants, les membres des professions libérales et des gentilshommes, mais imposa silence aux murmures des isocèles en leur rappelant qu'en dépit de tous ses défauts, il était disposé à accepter le projet de loi si la majorité l'approuvait. Toutefois, il devint très vite clair que tous, hormis les isocèles, étaient émus par ces paroles et se sentaient hostiles au projet, ou tout au moins neutres. Se tournant alors vers les ouvriers, il rappela que leur intérêt ne devait pas être négligé et que s'ils avaient l'intention d'accepter le projet de loi, ils devraient au moins en apprécier pleinement les conséquences. Un grand nombre d'entre eux, dit-il, étaient sur le point d'être admis dans la classe des triangles réguliers. D'autres attendaient pour leurs enfants une distinction qu'ils ne pouvaient pas espérer pour eux-mêmes. Il leur faudrait à présent sacrifier cette ambition honorable. Lorsque la couleur serait universellement adoptée, toute distinction cesserait. Régularité et irrégularité seraient confondues. On rétrograderait au lieu de progresser. En l'espace de quelques générations, l'ouvrier retomberait au niveau du militaire, ou même du condamné. Le pouvoir politique serait entre les mains du plus grand nombre, c'est-à-dire des classes criminelles, qui l'emportaient déjà par la quantité sur les ouvriers, et qui deviendraient plus nombreux que toutes les autres classes réunies lorsque les lois compensatrices de la nature seraient violées. Un sourd murmure d'assentiment courut dans les rangs des artisans, et Chromatistès, alarmé, voulut s'avancer pour leur adresser la parole. Mais il se trouva cerné par les gardes et contraint de rester silencieux, tandis que le cercle suprême, en quelques phrases passionnées, faisait appel aux femmes et s'écriait que, si le projet de loi était voté, jamais plus le mariage ne serait à l'abri des impostures, jamais plus l'honneur féminin ne serait en sécurité. La fraude, le mensonge, l'hypocrisie envahirait chaque foyer. Le bonheur domestique partagerait le sort de la Constitution et courrait rapidement à sa ruine. La mort, s'écria-t-il, plutôt que ce destin. À ces mots, qui étaient le signal convenu à l'avance, les condamnés isocèles se jetèrent sur le malheureux Chromatistès qu'ils transpercèrent. Les classes régulières, ouvrant leurs rangs, laissèrent passer une bande de femmes qui, sous la conduite des cercles, marchèrent à reculons, invisibles et infaillibles, sur les soldats qui ne se doutaient de rien. Les artisans, imitant l'exemple de leurs supérieurs, ouvrirent aussi leurs rangs. Pendant ce temps, des groupes de condamnés formaient une phalange impénétrable devant chaque issue. La bataille, ou plutôt le carnage, fut de courte durée. Grâce à l'habile stratégie des cercles, presque toutes les attaques des femmes furent fatales et beaucoup purent extraire leur aiguillon intact, prêts pour un deuxième massacre. Mais un second coup fut inutile. La racaille des isocèles fit elle-même le reste. Surprise, privée de chef, attaquée de face par des ennemis invisibles et trouvant toute retraite coupée derrière elle par les condamnés, elle perdit aussitôt, selon son habitude, toute présence d'esprit et cria à la trahison. C'en était fait d'elle. Chaque isocèle vit et sentit dans l'autre un ennemi. Au bout d'une demi-heure, il ne restait pas un être vivant de cette foule immense, et les fragments de 7 fois 20 000 membres des classes criminelles attestaient le triomphe de l'ordre. Les cercles ne mirent aucun retard à pousser jusqu'au bout leur avantage. Ils épargnèrent les ouvriers, mais en décimant leurs rangs,
et tout triangle qu'on pouvait raisonnablement soupçonner d'irrégularité fut détruit sur l'ordre d'une cour martiale, sans passer devant le conseil social qui se chargeait jadis de déterminer ces mesures exactes. On mit sur pied une tournée d'inspection qui dura 1 an et pendant laquelle toutes les maisons des militaires et des artisans furent visitées. Au cours de cette période, il y eut dans chaque ville, village et hameau une purge systématique de la population qui s'était accumulée à l'excès pendant qu'on négligeait de payer aux écoles et aux universités le tribut légal de criminels et qu'on violait les autres lois naturelles qui régissent la constitution de Flatland. Inutile d'ajouter que l'emploi de la couleur fut aboli et qu'on en interdit la possession. Toute allusion même verbale, sauf si elle était le fait de cercles ou de professeurs de sciences, devint passible d'une peine sévère. C'est seulement dans notre université, à l'occasion de certains cours très ésotériques et supérieurs, auxquels je n'ai pas eu personnellement le privilège d'assister, qu'une prudente utilisation de la couleur est encore, dit-on, autorisée dans le but d'illustrer certains problèmes mathématiques difficiles. Partout ailleurs à Flatland, la couleur a disparu. L'art de la fabriquer n'est connu que d'un seul être vivant, le cercle suprême en exercice. Et il ne transmet son secret qu'à son seul successeur, et sur son lit de mort. Une seule usine la fabrique, et pour éviter tout risque de fuite, on exécute chaque année les ouvriers, que l'on remplace par d'autres. Si grande est la terreur que de nos jours, encore notre aristocratie tremble en pensant à cette époque reculée, qui vit l'agitation en faveur du projet de loi instituant l'usage universel de la couleur. Chapitre 11 de nos prêtres. Il est grand temps d'abandonner cette brève description de la vie à Flatland pour passer au thème essentiel de cet ouvrage, mon initiation au mystère de l'espace. Voilà mon véritable sujet. Tout ce qui vient avant n'est qu'une préface. Je dois pour cette raison passer sous silence beaucoup de choses dont l'explication ne serait pas, du moins je m'en flatte, sans intérêt pour mes lecteurs. Par exemple, notre façon de nous propulser et de nous arrêter. Bien que nous n'ayons pas de pieds, les moyens que nous employons pour fixer solidement nos édifices de bois, de pierre ou de briques, quoique nous n'ayons bien entendu pas de main, et que nous ne puissions ni poser des fondations comme vous le faites, ni mettre à profit la pression latérale de la terre, le fait que la pluie naisse dans les intervalles de nos diverses zones, de sorte que les régions septentrionales n'empêchent pas l'humidité de s'étendre au sud, la nature de nos collines et de nos mines, de nos arbres et de nos légumes, de nos saisons et de nos récoltes, notre alphabet et notre écriture, adaptés à nos tablettes linéaires, tout cela, et cent autres détails de notre existence physique, je dois renoncer à le décrire. Et si je le mentionne à présent, c'est seulement pour indiquer à mes lecteurs que cette omission procède non pas d'un oubli de ma part, mais du respect que j'éprouve pour leur temps précieux. Toutefois, mes lecteurs attendent probablement de moi, avant que je passe à mon sujet essentiel, quelques observations sur ces personnages qui sont les soutiens et les piliers de la Constitution au plat pays, qui contrôlent notre conduite et façonnent notre destinée, à qui sont réservés les hommages et les presque l'adoration des foules, ai-je besoin de préciser qu'il s'agit de nos cercles ou prêtres. Il ne faut pas croire que ce terme de prêtre, par lequel je les désigne, n'a pas d'autre signification que chez vous. Dans notre pays, les prêtres sont les administrateurs exclusifs des affaires, des arts et des sciences. Ils ont la haute main sur le commerce, l'armée, l'architecture, la technique, l'éducation, la politique, la législature, la moralité, la théologie, bref, tout. Ne faisant rien eux-mêmes, ils sont la cause de tout ce qui vaut la peine d'être fait
et qui est fait par les autres. Bien que dans l'esprit du peuple tout ce qui mérite le nom de cercle soit effectivement de forme circulaire, les classes instruites savent qu'un cercle n'est autre qu'un polygone possédant un très grand nombre de côtés extrêmement petits. Plus le nombre de ces côtés augmente, et plus le polygone se rapproche du cercle. Quand les côtés sont réellement très nombreux, 3 ou 400 par exemple, le toucher le plus délicat a beaucoup de mal à reconnaître l'existence d'angles polygonaux. Je devrais plutôt dire qu'il aurait beaucoup de mal à le faire, car, comme je l'ai montré plus haut, le toucher n'existe pas dans la haute société, et toucher un cercle serait considéré comme une insulte épouvantable. L'interdit qui s'exerce contre cette habitude dans les milieux aristocratiques permet au cercle de préserver plus facilement le voile du mystère dont il anime à entourer dès ses jeunes années la nature exacte de son périmètre ou de sa circonférence. Comme cette dernière mesure en moyenne 3 pieds, il s'ensuit que chez un polygone de 300 côtés, chacun de ces côtés aura pour longueur la centième partie d'un pied, soit environ un dixième de pouce. Et chez un autre, qui en compte 6 ou 700, la longueur de chaque côté équivaut à peu près au diamètre d'une tête d'épingle à Spaceland. La courtoisie veut que l'on prête toujours 10 000 côtés au cercle suprême en exercice. L'ascension de la postérité circulaire dans l'échelle sociale n'est pas restreinte, comme dans les basses classes régulières, par la loi de la nature qui limite l'augmentation des côtés à 1 par génération. S'il en est ainsi, le nombre des côtés d'un cercle ne serait qu'affaire de pédigré et d'arithmétique, et le 497e descendant d'un triangle équilatéral serait nécessairement un polygone à 500 côtés. Mais tel n'est pas le cas. La propagation circulaire est soumise à 2 lois naturelles antagonistes. Au terme de la première, à mesure que la race s'élève sur l'échelle du développement, le rythme de celui-ci s'accélère. Quant à la seconde, elle prescrit une diminution proportionnelle de la fertilité. En conséquence, il est rare de trouver un fils dans la maison d'un polygone à 4 ou 500 côtés, on n'en rencontre jamais 2. En revanche, il arrive que le fils d'un polygone à 500 côtés en possède 550 ou même 600. Les ressources de l'art viennent également accélérer le processus de l'évolution au niveau supérieur. Nos médecins ont découvert que les côtés tendres et minuscules d'un nouveau-né, polygones des classes supérieures pouvant être fracturés et entièrement recomposés avec une précision telle que parfois, mais pas toujours, car c'est là une opération extrêmement risquée, un polygone à 2 ou 300 côtés parvenait à sauter d'un coup 200 ou 300 générations et doubler pour ainsi dire à la fois le nombre de ses ancêtres et la noblesse de sa descendance. Plus d'un enfant plein de promesses a été sacrifié de cette manière. Il en survit à peine 1 sur 10. Toutefois, l'ambition paternelle est si forte chez ces polygones qui se trouvent pratiquement au seuil de la classe circulaire qu'il est bien rare de trouver un noble occupant cette position dans la société dont le fils premier-né n'ait pas été placé avant l'âge d'1 mois au gymnase circulaire néothérapeutique. On sait, au bout d'1 an, si l'on a rencontré le succès ou l'échec. À la fin de cette période, une tombe supplémentaire sera probablement venue s'ajouter à celle qui s'aligne déjà dans le cimetière néothérapeutique. Mais, en de rares occasions, un cortège plein d'allégresse rapporte à ses heureux parents un enfant qui n'est plus, du moins la coutume l'admet-elle, un polygone, mais un cercle. Et il suffit d'un exemple aussi prodigieux pour inciter une multitude de parents polygonaux à des sacrifices domestiques,
qui ne connaissent pas tous une issue semblable. Chapitre 12. Quelle est la doctrine de nos prêtres? La doctrine des cercles peut se résumer brièvement en une maxime très simple. Occupez-vous de votre configuration. Qu'il soit politique, ecclésiastique ou moral, leur enseignement tout entier a pour objet l'amélioration de la configuration individuelle et collective, l'accent étant mis bien sûr tout particulièrement sur celle des cercles, à laquelle tout le reste est subordonné. Reconnaissons-leur le mérite d'avoir su réprimer avec efficacité les anciennes hérésies qui faisaient gaspiller aux hommes leur temps et leur sympathie en leur donnant faussement à croire que le comportement dépend de la volonté, de l'effort, de l'exercice, de l'encouragement, des louanges ou de tout ce qui n'est pas la configuration. Pantocyclus, illustre cercle mentionné plus haut, qui sut mater la révolte des couleurs, fut le premier à convaincre l'humanité que la configuration fait l'homme, que si par exemple on a eu le malheur de naître isocèle et d'avoir deux côtés inégaux, il est certain que l'on tournera mal à moins de les égaliser. C'est pourquoi il est nécessaire de se rendre dans un hôpital isocèle que, de même si l'on est triangle, carré ou même polygone, et cependant irrégulier de naissance, on doit se faire admettre dans un hôpital régulier où l'on sera soigné, sinon on terminera ses jours soit dans la prison de l'État, soit sous l'angle du bourreau. Pantocyclus attribuait toutes ces déficiences et les fautes, depuis l'erreur la plus bénigne jusqu'aux crimes les plus odieux, à quelques déviations par rapport à la régularité parfaite due peut-être, si elle n'est point congénitale, à une collision dans la foule, à un manque d'exercice ou au contraire à des efforts trop intenses, ou même à un brusque changement de température susceptible de provoquer une expansion ou une contraction de la charpente corporelle. Par conséquent, concluait cet illustre philosophe, la bonne et la mauvaise conduite ne révélaient en toute conscience ni de la louange, ni du blâme. Car pourquoi louer, par exemple, l'intégrité d'un carré qui défend fidèlement les intérêts de son client, alors qu'en réalité, ce qu'on devrait admirer, c'est l'exacte précision de ses angles droits? Ou encore, pourquoi blâmer un isocèle menteur et voleur, alors que l'on devrait plutôt déplorer l'inégalité incurable de ses côtés? En théorie, cette doctrine est indiscutable, mais dans la pratique, elle a ses inconvénients. Si j'ai affaire à un isocèle, et si ce brigand argue qu'il ne peut s'empêcher de voler à cause de son irrégularité, je réponds que pour cette raison justement, parce qu'il ne peut s'empêcher d'être un tourment continuel pour ses voisins, je n'ai d'autre solution, moi, magistrat, que de le condamner à mort. Et les choses s'arrêtent là. Mais dans les petites difficultés de la vie quotidienne, là où la peine de mort est hors de question, la théorie de la configuration pose parfois des problèmes malaisés à résoudre, et j'avoue que parfois, quand l'un de mes petits-fils hexagonaux prétend, pour excuser sa désobéissance, qu'un brusque changement de la température a eu sur son périmètre un effet néfaste et que la responsabilité en incombe non pas à lui-même mais à sa configuration, que seule une abondance de mets délicats peut raffermir, je ne vois le moyen ni de rejeter ces conclusions en toute logique, ni de les accepter dans la pratique. Pour ma part, je juge préférable de supporter qu'une bonne correction ou tout autre châtiment aurait une influence latente et revigorante sur la configuration de mon petit-fils.
J'admets cependant que cette idée n'est étayée par rien. Du moins, ne suis-je pas le seul à choisir cette méthode pour résoudre le dilemme, car je constate qu'un grand nombre de cercles parmi les plus élevés, lorsqu'ils sont office de juges devant les tribunaux, recourent à la louange et au blâme vis-à-vis des figures régulières et irrégulières. Et je sais, par expérience, que chez eux, quand ils réprimandent leurs enfants, ils parlent du bien et du mal avec autant de véhémence et de passion que si ces termes représentaient des entités réelles et si une figure humaine était véritablement à même de choisir entre eux. Toujours dans le but de donner à la configuration une place de choix dans l'esprit de chacun, les cercles inversent la nature de ce commandement qui, chez vous, au pays de l'espace, règle les rapports entre parents et enfants. Chez vous, les enfants doivent honorer leurs parents. Chez nous, après les cercles qui sont l'objet du respect universel, c'est son petit-fils qu'un homme doit honorer, s'il en a un, ou sinon son fils. Toutefois, honorer ne signifie pas gâter, mais témoigner d'une considération respectueuse pour ses intérêts les plus élevés. Et les cercles enseignent que le devoir des pères est de subordonner leurs propres intérêts à ceux de la postérité, pour servir à la fois le bien de l'État tout entier et celui de leurs descendants immédiats. Le point faible du système adopté par les cercles, s'il est permis à un humble carré de relever quelques faiblesses dans la doctrine circulaire, réside à mon sens dans leur relation avec les femmes. Comme il est de la plus extrême importance pour la société que les naissances irrégulières soient découragées, il s'ensuit que si l'on désire voir sa prospérité s'élever par degrés réguliers dans l'échelle sociale, il ne faut pas choisir une épouse qui ait quelque irrégularité dans son ascendance. Or, l'irrégularité du mâle est une chose qui se mesure, mais toutes les femmes étant droites, et donc visiblement régulières, pour ainsi dire, il faut trouver un autre moyen de détecter ce que je pourrais appeler leur irrégularité invisible, c'est-à-dire les tares héréditaires qui pourraient affecter leur progéniture. On y parvient à l'aide de pédigrés rigoureusement tenus, qui sont conservés et supervisés par l'État. Sans pédigré certifié, aucune femme n'est autorisée à se marier. Or, on pourrait supposer qu'un cercle, à la fois fier de ses ancêtres et plein de considération pour la postérité, dont peut émerger dans l'avenir un cercle suprême, veille plus jalousement que tout autre à choisir une épouse dont le blason soit immaculé. Mais il n'en est pas ainsi. Les précautions dont il est d'usage de s'entourer avant de prendre femme semblent diminuer à mesure que l'on s'élève dans l'échelle sociale. Rien ne déciderait un isocèle ambitieux, qui a l'espoir d'engendrer un fils équilatéral, de contracter mariage avec une femme entachée de la plus petite irrégularité. Un carré ou un pentagone, persuadé que sa famille est en ascension constante, ne cherche pas plus loin que la 500e génération. Un hexagone ou un dodécagone est encore plus négligent, mais il est arrivé qu'un cercle choisisse délibérément une épouse dont l'arrière-grand-mère était irrégulier, et cela parce que son éclat était légèrement supérieur à celui des autres, ou qu'elle parlait d'une voix douce, ce qui, chez nous, plus encore que chez vous, passe pour être une excellente chose chez une femme. Ces mariages malencontreux sont stériles, on l'aura deviné, à supposer même qu'il n'ait pas pour résultat une réelle irrégularité ou une diminution des côtés. Mais aucun de ces mots n'est suffisant pour les décourager. La perte de quelques côtés ne se remarque pas aisément chez un polygone supérieurement développé.
et elle est quelquefois compensée par une opération réussie au gymnase néothérapeutique, comme je l'ai expliqué plus haut. En outre, les cercles ne sont pas trop disposés à s'incliner devant cette loi de la nature qui fait de l'infécondité le revers de la médaille. Cependant, si l'on ne met pas un terme à cette néfaste habitude, la diminution progressive de la classe circulaire risque de s'accélérer rapidement et le temps n'est peut-être pas très lointain où la race, n'étant plus capable de produire un cercle suprême, la constitution de Flatland devra s'effondrer. Il me vient à l'esprit un autre danger. Quoique je ne puisse pas lui trouver aussi facilement un remède, ce péril a trait, lui aussi, à nos relations avec les femmes. Il y a environ 300 ans, un cercle suprême décréta que les femmes étant dépourvues de raison, mais riches en émotions, il ne fallait plus les traiter en êtres rationnels ni leur donner une éducation mentale quelconque. Le résultat fut qu'on ne leur apprit plus à lire, et qu'on ne leur inculqua même plus assez d'arithmétique pour leur permettre de compter les angles de leurs maris ou de leurs enfants. Et par voie de conséquence, leurs facultés intellectuelles déclinèrent sensiblement d'une génération à l'autre. Ce système qui refuse l'éducation aux femmes, ou quiétisme, est encore en vigueur. Je crains que cette politique, en dépit des intentions excellentes qui ont présidé à son choix, n'ait fini par porter préjudice au sexe mâle. Car de ce fait, et dans l'état actuel des choses, nous devons, nous les mâles, mener une existence bilingue, et je dirais presque bimentale. Avec les femmes, nous parlons d'amour, de devoir, de bien, de mal, de clémence, d'espoir, ou d'autres concepts irrationnels et émotionnels, qui sont totalement dépourvus d'existence et n'ont été inventés que pour contenir l'exubérance féminine. Mais entre nous, et dans nos livres, nous employons un vocabulaire, disons même un idiome entièrement différent. Amour devient prévision de bénéfice. Devoir, nécessité ou convenance, et d'autres termes connaissent des mutations correspondantes. En outre, quand nous nous trouvons en compagnie des femmes, nous utilisons un langage qui sous-entend la plus extrême déférence vis-à-vis de leur sexe. Et elles se croient adorées par nous avec autant de dévotion que le cercle suprême, mais derrière leur dos, nous les considérons toutes, les très jeunes enfants exceptés, comme des organismes dépourvus de raison, et c'est ainsi que nous parlons d'elles. Nous n'avons pas non plus la même théologie dans les appartements des femmes qu'ailleurs. Or, s'il m'est permis d'exprimer humblement mes craintes, je me demande si cette double éducation de la pensée et du langage n'est pas un fardeau trop lourd à porter pour les jeunes, surtout lorsqu'à l'âge de 3 ans, on les enlève à l'affection maternelle et on leur fait désapprendre leur ancienne langue, devenue tout juste bonne à être répétée devant leur mère et leur nourrice, pour leur enseigner le vocabulaire et l'idiome de la science. Il me semble déjà qu'à l'époque actuelle, les jeunes gens éprouvent quelques difficultés à saisir dans toute son ampleur la vérité mathématique par rapport à l'intellect robuste dont jouissaient nos ancêtres il y a 300 ans. Je ne parlerai pas des dangers auxquels nous nous exposerions si une femme apprenait subrepticement à lire et transmettait à son sexe ce qui lui aurait appris la lecture d'un livre populaire, ni de ce qui arriverait si un enfant mâle révélait à sa mère, par indiscrétion ou désobéissance, les secrets du dialecte logique. Je me bornerai à mentionner les risques d'affaiblissement que court l'intellect masculin
pour demander humblement aux autorités supérieures de bien vouloir considérer les principes qui régissent l'éducation féminine.